Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de notre vidéo hebdomadaire. Je vous présente Damien, basé à Shanghai. Il va nous parler aujourd'hui de sa solution qui s'appelle BevSite et de ses analyses de l'impact du coronavirus sur le marché du F&B à Shanghai et en Chine de manière générale. Voilà, la parole est à toi, Damien. Je te laisse dans un premier temps peut-être te présenter, expliquer un petit peu qui t'es, d'où tu viens, nous parler un peu de BevSite. Très bien, donc je vais faire ça court. 12 ans à Shanghai déjà. Euh, j'ai travaillé dans la restauration pendant plus de 10 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé BevSite. Alors, je vais d'abord résumer qu'est-ce que BevSite. C'est une solution de cost management pour les bars et les restaurants. En fait, comme j'ai travaillé dans la restauration, j'ai vécu ce problème et j'ai décidé il y a 3 ans de résoudre ce problème via la technologie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi, tu as vécu le coronavirus? Peut-être raconte-nous un peu personnellement, tu vois, où tu étais, comment ça s'est passé, est-ce que c'était compliqué pour toi et surtout un peu, ce qui m'intéresse, c'est l'avant grosse crise, c'est-à-dire comment c'est monté en pression. Et est-ce que toi, ta communauté de restaurateurs, vous avez un peu pu anticiper ou alors ça vous est tombé dessus tout d'un coup? Enfin, raconte un petit peu aussi l'avant grosse crise. C'était une période un peu spéciale. En fait, en Chine, en février, il y a toujours le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, c'est un peu le Noël d'ici, et tout est fermé pendant 2 semaines. Donc tout le monde prend des vacances et tout le monde est au courant chaque année, au mois de janvier, fin janvier, début février, il y a ce creux. Euh, et c'est pendant ces vacances-là, en fait, pendant le Nouvel An chinois, que ça, ça s'est déclenché. Et après, nous, on était en vacances, on était à Sanya, sur une île chinoise, et on a été bloqué sur cette île pendant 4 semaines, voilà, au lieu d'une semaine. Mais c'est arrivé, je pense que c'est arrivé vraiment comme un choc pour vraiment tout le monde. Est-ce que tu as un petit peu des anecdotes, des informations sur comment les restaurateurs ont réagi quand on leur a dit demain tu fermes ou alors est-ce que tu as un peu plus d'infos sur ça c'est très intéressant pour nous de comparer avec ce qui s'est passé en France ou en Europe. En France, Ouais. ils ont eu, je crois, 24 heures. On leur a dit bah voilà, demain c'est votre dernier jour d'opération. Donc ils ont quand même eu le temps de vider leur stock, de faire des distributions gratuites. Est-ce que tu as des anecdotes sur… Non, c'est pareil que aussi la Chine, c'est un très grand pays. On ne s'en rend pas compte, mais c'est gigantesque. Donc il y a eu, ça a été bloqué par zone. Donc d'abord, ça a été l'épicentre à Roubaix, à Hunan, qui a été fermé. Et après, nous, à Shanghai, on est à plusieurs centaines de kilomètres, donc on se sentait un peu à l'abri. Mhm. Mais non, et après, c'est pareil, sous les 24 heures. En fait, c'est ça, c'est tombé pendant la période de Nouvel An chinois, donc déjà, pratiquement tout était fermé. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ferment pendant cette période-là parce qu'il faut que tu payes tes employés 3 fois leur salaire. Ouais. Donc, souvent, ça ne vaut pas le coup de rester ouvert et ils font exprès voilà, pour que tous les gens, tous les employés retournent dans leur ville, puisque souvent, ils ne sont pas de Shanghai. Et donc c'est arrivé en plein milieu de ces vacances. Donc, ça a pris un peu tout le monde par surprise. Et après le Nouvel An chinois, quelques clients. Après, ça dépendait aussi qui était ton propriétaire. Si ton propriétaire était l'État, c'est sûr que tu ne pouvais pas ouvrir, que tu étais fermé. Mais si ton propriétaire était un particulier, peut-être qu'il ne te donnait pas d'informations. Le restaurateur, tu faisais un peu l'innocent, personne n'a rien dit. Donc, certains essayaient de rester ouverts. Mais à cause de ça, beaucoup ont eu des problèmes de stock parce qu'ils ont rouvert. En plus, ils marchaient bien parce que tout était fermé. C'était un peu les seuls à rester ouverts. Et, et donc, ils commandaient, ils commandaient. Et après, la police est arrivée, ils ont tout fermé, donc ils ont perdu tout leur stock. Ah ouais, c'est ça. Et c'est arrivé à plusieurs personnes, plusieurs de nos clients. C'était un peu dur à gérer. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment l'intérêt de faire cette vidéo, c'est de donner un peu des informations, de partager avec les Européens comment on vit l'après-coronavirus dans le milieu du F&B. Parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux réouvrir au plus vite, même s'il y a très peu de clients, ou alors en fait
attendre que vraiment les choses rentrent dans l'ordre pour ouvrir dans de bonnes conditions quand on a vraiment des clients? Enfin, toi, quel est un peu ton conseil basé sur ce que tu as pu observer en Voilà. Chine? Non, très bonne question. Par rapport à ce qu'on a vécu, donc ici en Asie, on a plusieurs centaines de restaurateurs qui travaillent avec nous. Donc on communique assez souvent avec eux et on voit vraiment ce qui se passe. Et on s'est rendu compte, c'est très flagrant, que les restaurants qui faisaient du déjeuner, brunch et afternoon tea, l'après-midi, reprenaient beaucoup plus vite que ceux qui travaillaient vraiment avec le business de dîner et cocktail, bar de nuit. Donc, D'accord. c'était vraiment une grosse différence. Donc, si tous les restaurateurs qui avaient 70% de leur chiffre d'affaires en dîner, c'est eux qui ont été le plus impactés. D'accord. Mais après, bien sûr, ceux qui avaient un business plus de lunch, ils étaient moins impactés, mais ils étaient quand même, mais ils sont, parce que c'est pas fini, ils sont pas à 100% du chiffre d'affaires de l'an dernier. Ils sont à plus, nos clients sont à peu près entre 30 et, on va dire maintenant aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de l'an dernier. Même ceux qui travaillent mieux sont à 80%. Et tu peux préciser un petit peu en termes de timing. Donc, en fait, là, on est à plus combien de jours ou de mois après la réouverture qu'on puisse un peu visualiser. Et si tu as un peu 2-3 étapes de quoi, genre après 2 semaines, en fait, ils ont fait tant. Plus tôt qui ont commencé, c'était début mars, jusqu'à les réouvertures jusqu'à fin mars. D'accord. Ouais, jusqu'à fin mars pour les restaurants. Donc, pratiquement tous les restaurants ont rouvert à partir d'avril. Mais pour ce qui est bar et boîte de nuit, ben, ça vient juste de rouvrir. En fait. Ça a rouvert il y a 2 semaines. Ouais. Et est-ce qu'il y a des nouvelles règles qui sont en place? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les attentes Ouais, du gouvernement et ou comment les restaurateurs ont pris des initiatives aussi de leur côté? donc, les premiers restaurateurs, ils devaient ouvrir avec pas plus de 50 personnes dans l'établissement, y Mhm. compris les employés. Donc, Mais ces les personnes, employés ouais, en front ou en back ou tout? en tout. Vous ne pouvez pas avoir 50 personnes dans l'établissement en même temps. Après, tu es une personne à l'entrée qui prenne la température. D'accord, avec un petit Euh, pistolet. Voilà, un petit pistolet. Et après, tout le monde devait enregistrer son nom, son prénom et sa carte d'identité, numéro de carte d'identité ou numéro de passeport. Et aussi, on avait un QR code. Tu avais 3 couleurs. Tu avais rouge, orange et vert. Rouge, ben, ça veut dire que tu devais rester chez toi. Tu dois rester en quarantaine. Euh, orange, pareil, tu dois rester chez toi. Ben, vert, tu avais le droit de sortir. En fait, il fallait que tu scannes un QR code que tous les restaurateurs fournissaient. C'est un QR code euh, que De tu pouvais l'État? trouver en ligne. Ouais. Et donc, en fait, tu scannais et tu montrais ton QR code. Et s'il était vert, ben, tu pouvais rentrer. Mais même moi, ça m'est arrivé. Quand je suis juste revenu de Sanya à Shanghai, j'étais pas au courant de ce QR code et j'ai essayé d'aller boire un café pour travailler et j'ai été refusé par 3 cafés. Donc j'ai pas pu. Je suis retourné chez moi boire mon café. Donc vraiment tout le monde jouait le jeu parce que il y a eu pas mal de départements. Donc il y avait l'hygiène et sécurité, il y avait la police qui tournait et qui allait vraiment voir les restaurateurs, tous les restaurateurs une fois par jour minimum et qui D'accord. regardait si ces informations-là étaient bien inscrites sur le papier et les gens qui étaient dans l'établissement, ça correspondait. Et comment on fait les restaurateurs par rapport à leur personnel? Parce que s'ils ne peuvent pas avoir plus de 50 personnes, tout compris, inclus les employés, comment les restaurateurs géraient? Donc, qui ne travaille pas? Est-ce qu'il y avait une aide de l'État, un espèce de chômage partiel chinois? Et puis, comment le restaurateur choisit qui va travailler aujourd'hui et puis qui non? Il fait des roulements? Enfin, ça doit être... Dans la restauration, dans ces métiers-là, souvent les restaurateurs, les chefs, ce ne sont pas des gens de Shanghai, ce sont des gens d'autres villes de Chine et qui viennent travailler à Shanghai. Mais beaucoup étaient restés chez eux parce qu'ils étaient en vacances aussi pendant Ah le ouais. Nouvel An chinois. Donc en fait, il y avait les restaurateurs, ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'employés. Donc d'un côté, c'était un peu une bonne chose de ne pas avoir trop de personnes, Ouais. surtout au début.
Après, c'est du cas par cas, bien sûr. Hein. Ceux qui ont repris un peu plus vite, bien sûr, c'était un problème pour eux, mais ceux qui avaient un business un peu plus lent, ben, c'était une bonne chose pour eux. Donc, mais il y avait quand même beaucoup de problèmes de staff, d'employés qui n'étaient pas là. Et après, niveau aide, ben, il y a pas vraiment d'aide de l'État. Donc, on voit quand même une grosse différence. Donc, bien sûr, qu'en Europe, on a l'impression qu'ils font pas grand-chose, mais quand on vit à Shanghai, on s'en rend compte qu'on est quand même chanceux d'être européen. Mm. Non, il y a eu vraiment pas d'aide pour les employés. Il n'y a pas de chômage technique, ça n'existe pas. C'est le patron qui doit payer ses employés. Donc, ce que les patrons ont fait, et même moi, que j'ai fait avec mes employés, c'est que j'ai renégocié les salaires avec mes employés et essayé de leur diminuer leur salaire. Donc, j'ai payé le minimum budget et je pense que beaucoup de gens dans la restauration ont fait pareil. Ils ont payé le minimum, le salaire minimum, qui est de 400 € à peu près à Shanghai. Et après, pour ceux qui ne pouvaient pas, ben, ils leur ont dit en vacances forcées pendant au moins un ou 2 mois. Voilà. Après, en aide l'État, il y a eu quelques aides, mais c'est un peu les mêmes aides que je pense qu'on a en France. C'est report sur les taxes. Il faudra quand même la payer, mais ça sera l'an prochain ou dans 6 mois. Mhm. Les établissements qui vont fermer. Il y a beaucoup de fermetures. Il y a eu combien en pourcentage? Ben, alors, si, parce qu'après, il y a le marché chinois local, et il y a le marché expatrié. C'est vraiment deux mondes différents. Par rapport aux informations que j'ai sur le marché chinois, il y a eu à peu près 3000 fermetures en un mois. Enfin, là, c'était que sur la période de février. Pour le marché expatrié, il y a eu des grosses enseignes, des établissements qui étaient là depuis 15 ans, 20 ans, qui malheureusement avaient été peut-être un peu affaiblis avant le coronavirus et qui ont fermé. Mais ça reste quand même un petit pourcentage. Mais je pense qu'on va continuer à avoir des établissements qui ont fermé parce que maintenant, si le business ne reprend pas, c'est sûr qu'ils vont être en cours de cash flow. Donc après quoi, 3 mois de crise, en gros, ils ont tenu. Là, on est à J plus 3 mois, c'est ça? Voilà, c'est Et ça. Et c'était donc là, des chaînes qui ont fermé ou alors des indépendants? C'était. ben, si c'était des gros groupes, enfin des gros groupes, des groupes de plus de 3 à 15, 20 établissements, ben, ce qu'ils ont fait, certains ont fait, c'est fermer les établissements qui génèrent le moins d'argent. Donc, on a des clients qui avaient 12 établissements, maintenant ils sont à 9. Ils ont fermé directement cet établissement pour arrêter la casse. Et je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Ça serait même ma recommandation. Si malheureusement vous êtes déjà vous avez des problèmes de cash flow, comme après la réouverture, ça va être long, c'est sûr que ça ne va pas reprendre rapidement, à part quelques chanceux. Il y a énormément de risques que le cash flow ne revienne pas. Donc, si c'est un petit établissement avec pas beaucoup d'employés, et pas un cost très bas, un loyer très bas, voilà, on se paye soi-même. Bon, peut-être qu'on peut continuer, mais si c'est un plus gros établissement avec beaucoup d'employés et qui avait déjà des problèmes de cash flow, franchement, je dis le risque de rester ouvert est peut-être plus gros que de fermer maintenant directement. Et tu peux nous raconter un peu plus comment BevSite en particulier intervient dans cette phase? Ouais, tout à fait. Donc, malheureusement, comme il n'y a pas de revenus, mais il faut toujours quand même payer ses employés, payer son loyer. Donc, la seule chose qu'on peut faire pour économiser un peu d'argent, c'est de contrôler ses coûts. Donc, bien sûr, quand tout va bien, on peut se contenter d'un coût matière peut-être un peu plus élevé parce que dans tous les cas, on sait qu'on a du cash flow, un rôle de commande. Mais dans cette période-là, on ne peut pas se permettre. Même 2%, même 1% économisé, ça peut avoir un impact énorme sur le long terme. Donc, en fait, BevSite, on aide là-dessus. En fait, on digitalise toutes les
étapes du cost management. Donc, la prise de l'inventaire, faire l'inventaire avec son téléphone directement pour gagner du temps. Après, on peut faire menu engineering, donc pour vraiment savoir le coût de chacune des recettes que vous vendez aux clients. Et je pense qu'il est important, c'est qu'il y a eu des augmentations des coûts matières ici en Chine, d'à peu près 5% sur les premiers mois. Je pense que ça a encore été augmenté parce que les stocks étaient limités. Et si on fournit des promotions qui sont à un mauvais prix, un mauvais pricing, eh bien, on risque de travailler à perte. Donc, en fait, c'est très important d'avoir son menu engineering et de savoir exactement, mais quand vous vendez un plat, combien exactement va dans votre poche. Après, pareil, pour les livraisons, en sachant qu'on leur donne jusqu'à 30% de commission, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, bien sûr, ça vaut le coup. Je suis pour la livraison. Dans ce temps-là, il vaut mieux avoir comme générer du business, parce que c'est quand même du marketing en ligne, c'est de la présence. Mais il faut je pense, il faut bien réfléchir sur le menu. Est-ce qu'on doit faire exactement le même menu qu'on a quand les gens viennent dans votre restaurant? Oui, non. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut poser. Est-ce que les portions doivent être les mêmes? Oui ou non? Voilà. Est-ce que les prix doivent être les mêmes? Donc, c'est ces questions-là, il faut quand même se les poser. Mais pour pouvoir se les poser, il faut aussi savoir combien coûte ce que vous allez vendre. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être, voilà, pour terminer, donc, en termes de recommandations pour les restaurateurs en Europe, qu'est-ce que tu recommandes à part voilà, évaluer vraiment intelligemment la question de la livraison? Est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils sur lesquels on pourrait finir? Oui, moi je fais plutôt un récapitulatif des conseils à faire. Donc, le premier conseil, ça serait être sûr, être prêt dans sa tête que dès que le déconfinement est terminé, ça ne va pas reprendre comme l'an dernier. Ça va être lent. Il vaut mieux être en sous-effectif qu'être en sur-effectif. Deuxième conseil, ça serait de prendre contact avec ses clients, ses habitués, et soit pour quelques clients, ils ont fait ça pour les aider avec le cash flow, vendre une sorte de cartes, des coupons, avant l'ouverture, de dire OK, si vous voulez venir manger pour la première semaine après la réouverture, si vous le payez dès maintenant, je vous donne 25% de réduction ou 30% de réduction. Donc, ce qui aide à récupérer un peu de cash flow avant l'ouverture. Autre conseil, bien sûr, l'hygiène. Montrer que vous faites très attention à l'hygiène. Je pense que c'est important et que ça rassure la clientèle. Donc, porter le masque, je pense que c'est une priorité. Porter des gants si possible. Je pense qu'en faire plus, c'est quand même plus important. Ok, merci beaucoup Damien pour ces informations. Donc, pour plus de détails sur BevSite, vous pouvez vous rendre sur le site www.bevsite.com.